on a tendance à sous-estimer les capacités intellectuelles de Trump. Alors d'accord, il est mégalo, il est narcissique, il est tout ce que vous voulez, mais c'est loin d'être un idiot. Je pense qu'avec la Russie, il y a une vraie volonté d'essayer de détacher la Russie de la Chine et de la rapprocher avec les États-Unis. Pour ça, évidemment, il faut faire la paix en Ukraine, mais la palette des négociations est beaucoup plus large. Il s'agit aussi du prix de l'énergie, il s'agit de l'accès à certaines ressources russes. Pour les Russes, il s'agit de la levée de sanctions ou de certaines sanctions. Il s'agit du retour éventuel de la Russie dans le système bancaire international. Donc la palette est vraiment très large des points de discussion où on ne sait pas tout, on n'entend pas tout. Donc ça, je pense que c'est extrêmement important parce que il a l'obsession, mais il a l'obsession de la Chine. Parce que pour lui, mais pas seulement pour lui, pour les néocons, je crois qu'il y a un consensus au sein de la classe politique américaine pour dire si on veut garder notre suprématie dans le monde, le rival, c'est la Chine, c'est pas la Russie. Par contre, si on réussit à s'allier la Russie avec son territoire immense, ses positions stratégiques, ses ressources inépuisables, là, évidemment, ça nous met dans une position extrêmement favorable par rapport à la Chine. Je pense que c'est une réflexion toute simple, hein, mais c'est une réflexion qui n'est pas nouvelle. Enfin, Kissinger et Nixon, à l'époque, avaient fait un peu la réflexion dans le sens inverse, avec l'ouverture vis-à-vis de la Chine. Mais je pense qu'il faut voir ça dans ce triangle. Le Groenland, Panama et le Canada, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a mentionné ces trois, disons, volontés annexionnistes en même temps. Ça, c'est lié, par contre, à la relation avec la Chine. Et là, il s'agit du contrôle des voies de communication maritimes. Parce qu'avec le dégel, les changements climatiques, il y a déjà, mais il y aura encore plus dans les années à venir, la route du Nord, à travers l'Arctique, qui sera ouverte pour le commerce maritime en provenance de Chine vers l'Europe. Ce qui réduit de 9 à 15 jours le temps de trajet, plutôt que de passer par le canal de Suez, le détroit de Malacca. Évidemment, les voies commerciales actuelles pour transporter les biens chinois en Europe et ailleurs, hein, elles sont complètement contrôlées par les Américains ou les Anglo-Saxons. Parce que vous savez, des passages obligés, ça commence par le détroit de... Déjà, ça commence par sortir de la Chine. Hein. La Chine se sent enclavée sur sa façade maritime. Parce que vous avez les bases militaires américaines au Japon, vous avez Taïwan, vous avez la Corée, vous avez les Philippines. Ensuite, il y a une fois qu'on est passé là, il y a le détroit de Malacca. Ensuite, j'abrège un peu, mais vous avez Bab el-Mandeb, Djibouti. Ensuite, vous avez le canal de Suez. Ensuite, il faut passer au large de Chypre et de Malte, où il y a aussi des bases de l'OTAN. Et puis, ça finit par Gibraltar. Donc, si on veut casser les voies de communication, rompre les voies de communication maritimes chinoises, pour les Américains, c'est très facile à faire. Par l'Arctique, c'est pas possible. Ils peuvent pas le faire. Donc, cette voie arctique, déjà, elle est moins chère, elle est plus rapide, et puis, elle n'est pas sous le contrôle des Américains. Et c'est là où le Groenland et le Canada ont des positions stratégiques pour essayer de contrôler, au moins en partie, un morceau de la voie arctique. Donc ça, pour moi, c'est ça l'intérêt stratégique de Groenland. Et puis, il y a les métaux rares, oui, mais je ne suis pas sûr que ça soit l'intérêt premier. Et puis, Panama, c'est la même logique. Les Chinois ont pris, dans une large mesure, le contrôle du canal de Panama, qui est évidemment une autre artère essentielle pour le commerce c'est international. une compagnie de Hong Kong qui, maintenant, je crois, a vendu justement, ils sont en train de s'opposer à la vente. C'est vrai. Oui, non, donc justement, donc ça, pour moi, c'est ça, c'est ça l'essentiel, parce que la puissance anglo-saxonne depuis 500 ans, américaine depuis un peu plus de 100 ans, c'est le contrôle des voies commerciales maritimes, et ce contrôle est maintenant mis en danger par les nouvelles voies commerciales, que ça soit celles qu'on construit dans le cadre de l'initiative de la One Belt One Road, ou bien maintenant avec l'ouverture de la voie arctique. Donc pour le moment, je crois qu'elle est utilisable à peu près 3 mois par année. On estime d'ici à 2030, ça sera utilisable 6 mois par année. Les Russes ont construit une flotte de brise-glace, 41 brise-glaces plus ou moins récents. Et puis les Américains ont construit un brise-glace depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc là, disons le condominium sino-russe ou les BRICS
partent avec quelques longueurs d'avance. Et pour moi, c'est sous ce prisme-là qu'il faut lire ce qui se passe avec le Groenland et le Canada. Moi, je t'entends bien, mais je suis quand même vraiment à te suivre, et je te suis volontiers, mais Trump est un super génie stratégique. Parce que franchement, c'est un tel virage stratégique dans ce que tu décris par rapport aux États-Unis que on a l'impression que Trump, mais alors, dépasse largement tous ses prédécesseurs présidents. Il aurait une vision tout à fait incroyable. Alors, tu as tiqué un petit peu, qui sont les gens autour de lui? Comment peut-on expliquer ce basculement? Obama voulait et parlait déjà de ce basculement vers l'Asie, mais maintenant avec l'Arctique, avec toutes ces voies maritimes, Trump réellement pense à tout ça dans sa politique de tous les jours. C'est un homme d'affaires, c'est quand même quelqu'un qui veut faire des deals, c'est quelqu'un qui a fait des affaires et tout. Oui, mais c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui comprend très bien les rapports de force. Ça c'est sûr. Et puis il a quand même des think tanks derrière lui, la Heritage Foundation, alors évidemment c'est des républicains purs et durs, mais c'est des gens qui savent réfléchir en termes d'intérêt, en termes de pouvoir. Après, je suis pas sûr que le Steve Bannon, qui a aussi une vision stratégique à long terme, je suis pas sûr qu'il soit pas encore quelque part dans le système. Ce dont je suis assez sûr, c'est que c'est pas Monsieur Hegseth, Monsieur Rubio ou Monsieur Waltz qui ont ce génie stratégique. Ceux qui sont dans le groupe WhatsApp. Et peut-être justement, en parlant du groupe Signal, il y a effectivement l'attaque contre les Houthis qui a aussi pour objectif de libérer le transit commercial dans cette région. Donc là, on voit bien pour les Européens. Pour les Européens, même si ça les fâche. Oui, mais ça c'est un mauvais argument. Parce que les Houthis ont jamais attaqué des bateaux européens. Ils ont attaqué des bateaux israéliens. Donc c'est une mauvaise excuse. Non, les bombardements contre les Houthis, ça correspond à mon avis à un message brutal, probablement criminel, adressé à l'Iran. Les Houthis étant évidemment des alliés de l'Iran. Et puis probablement aussi à une demande israélienne. Mais il parlait quand même de libérer le commerce qui était entravé par... Ça, c'est un prétexte. C'est une mauvaise excuse parce que le commerce était pas entravé. Et puis les Houthis ont une position très claire. Ils ont dit, nous, on va empêcher le transit des bateaux israéliens ou des cargaisons israéliennes qui en direction du port d'Eilat. D'ailleurs, le commerce vers le port d'Eilat est tombé pratiquement à zéro depuis. Et tout ça tant qu'il n'y a pas de cessez-le-feu à Gaza. Mais dès le moment où il y a eu un cessez-le-feu, parce qu'on a eu un cessez-le-feu pendant 6 semaines à 2 mois, ils ont parfaitement respecté cette trêve-là. Et ils ont menacé de reprendre leurs attaques, et ils les ont reprises d'ailleurs en partie, à partir du moment où le cessez-le-feu a été rompu, où Netanyahou a repris ses bombardements sur Gaza. Donc c'est parfaitement prévisible. Je veux dire, si on veut que les Houthis arrêtent de bombarder, il faut en revenir au cessez-le-feu.